Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon week-end, très content de vous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale, le genre de vidéo du samedi matin, tranquille où on revient un petit peu sur l'histoire, la grande histoire, en l'occurrence de mon club, mon Olympique Lyonnais, et j'ai envie de composer le 11 ultime. J'ai un petit peu restreint au 21e siècle, moi en gros j'ai commencé à suivre l'OL grâce à mon papa, merci, qui m'a emmené au stade en 2002, voir Lyon-Rosenborg, puis ensuite Lyon-Inter, c'était des débuts particulièrement brillants, quel super souvenir. J'ai moins connu les légendes des années 60, 70, 80, même fin des années 90, donc j'ai pas trop envie de faire un 11 historique où on rentre dans les stats, on essaye de comparer des époques qui sont difficiles à comparer. Le but là c'est vraiment de créer le meilleur 11 possible, un 11 qui fait peur, un 11 qui casse tout. Et peut-être j'ajouterai quelques remplaçants à la fin. Ce que je vais dire, c'est que j'ai pas du tout choisi encore. Le secteur défensif, il est clair, mais après, ça devient tellement compliqué. En fin de vidéo, on va avoir des choix casse-tête au milieu et surtout devant, et essayer de faire matcher ces 6 joueurs-là. Ça va pas être simple. Mais je vais commencer d'abord par le plus clair. Pour moi, le secteur défensif. Au niveau des gardiens, il y en a 3 vraiment qui se distinguent. Hugo Lloris, Grégory Coupet et Anto Lopez. Le choix il est pas si évident que ça, je mettrais Lopez en dessous des deux, qui a eu des pics très hauts, mais le plus inconstant, et voilà, pas la meilleure période non plus de l'histoire du club. Ouais, il fait quand même partie des 3 plus grands du 21e siècle, je pense que c'est dur à contester. Mais ensuite c'est entre Lloris et Coupet. C'est un peu subjectif parce que Coupet c'est mon idole d'enfance. Moi j'étais un petit gardien, j'avais ses posters, lui j'avais ses gants, je m'étais fait signer son maillot par lui à Tola-Vologe à l'époque, c'était un des meilleurs souvenirs de ma vie. Je suis un petit peu subjectif, mais en même temps, par rapport à Hugo Lloris, déjà, bien sûr, Lloris a moins marqué l'histoire du club que Coupet, qui a gagné les 7 titres de champion, qui a été voilà, le gardien emblématique de ce grand OL. Mais vraiment, pour essayer de composer le meilleur 11 possible, ce que je pourrais dire, c'est que techniquement, Coupet me marquait par la sérénité qu'il imprimait. Franchement, pour un gars d'1m80 seulement, si les chiffres que j'ai trouvés sur internet sont bons, pas un très grand gardien, par rapport à Lloris par exemple, c'est 1m88. Je trouvais que Coupet, il faisait très peu d'erreurs et qu'il était par exemple excellent dans le domaine aérien, où il venait chercher beaucoup de ballons au-delà de sa ligne, inspire le calme, inspire la confiance, excellent sur sa ligne bien sûr. Un gardien forcément moins moderne que Lloris, même si Lloris il a jamais vraiment brillé par son jeu au pied. Bon, aujourd'hui si tu faisais un 11, peut-être qu'avec Lloris tu aurais quand même un peu plus de qualité jeu au pied, le poste de gardien a tellement changé. Puis Lloris, j'ai rien envie d'enlever à sa qualité absolue, il a montré, il a quand même connu une carrière, ne serait-ce qu'internationale, incomparable à celle de Coupet. Il a soulevé la 2e Coupe du Monde de la France en étant immense en 2018. À Lyon, il a été un peu moins fort et peut-être un peu moins constant. J'ai plus souvenir de bourde de Lloris dans le 5-5 contre l'OM par exemple. Même avec l'équipe de France de temps en temps c'est arrivé, ne serait-ce que la finale contre la Croatie. Un petit peu moins constant, un petit peu moins de confiance quand il y avait Lloris dans les buts, pour ma part. Mais c'était, après je crois une année de Vercoutre, c'était quand même un bon relais pour remplacer Coupet. Donc voilà, les deux sont assez proches. Et je comprends que quelqu'un qui soit un petit peu moins attaché à l'histoire de l'OL ou qui n'a pas vécu la période Coupet mette Lloris. Mais moi je mets Greg. Et Lloris serait mon remplaçant avec Lopez, le 3e gardien de l'effectif. Alors ensuite il y a les latéraux. Les latéraux, je pense, c'est le truc le plus simple. On n'a pas eu beaucoup de très bons défenseurs latéraux à Lyon. On a eu en gros à gauche Abidal et à droite, où est-ce qu'il est, Anthony Réveillère là. Je crois que ça c'est un peu incontestable. Abidal, c'était très fort. Sa vitesse, sa qualité de percussion, son association avec Malouda, les dédoublements d'Abidal pour Malouda là, c'était une des grandes forces de l'Olympique Lyonnais de l'époque. Et même s'il était intéressant avec sa qualité de centre, il avait surtout la science défensive. Parfois, il pouvait jouer aussi défenseur central. Je pense qu'au Barça, de temps en temps, il a joué défenseur central. Dans une défense à 3, mais même dans une défense à 2, je pense. Bon, on dit aussi tout quand on dit qu'il a été au Barça. Il a gagné 2 Champions avec le Barça. Il a connu une bien meilleure carrière que toutes les autres options qu'on pourrait imaginer. Si j'avais un remplaçant, en vrai, je pense que un peu sous-estimé, Bédimo, il a été pas mal à l'OL. Mais voilà, c'est pour montrer, c'est Bédimo et Ferland Mendy, en gros, je dirais. Ferland Mendy, très inconstant, mais ses pics était vraiment bon. Bon, il va pas au Real pour rien derrière. Bédimo sur la saison qu'on fait avec Rémi Garde et 4-4 de Losange, dauphin du PSG, c'est 2015-2016.
Dans ce 4-4-2 très très axial, du coup, la largeur qui était apportée par nos latéraux était tellement importante, et Bedimo, franchement, fait une excellente saison cette année-là. Je pense, derrière Abidal, ce serait lui que je mettrais, mais en vrai, si j'ai le droit qu'à 7 remplaçants, je suis pas sûr que je prends un remplaçant défenseur gauche. J'essaye peut-être de bricoler avec un central ou un truc comme ça, ou espérer qu'Abidal tienne, parce que la profondeur était moins bonne. Mais Abidal, c'est top, et Réveillère, c'est top. Je pense qu'il fait plus de 300 matchs avec Lyon, 5 titres de champion, il a passé 10 saisons, il a quand même une vingtaine de caps en équipe de France. Quand il se projetait, que ce soit sur l'aile avec Govou ou avec Sylvain Wiltord, ça faisait une super association aussi. Très bon dédoublement et qualité de centre pour la mettre pas juste dans une zone, mais vraiment à destination d'un gars, un peu comme le but de Wiltord, le 3-0 contre le Real Madrid. Vraiment super centre, bien senti. Donc ouais, Abidal et Réveillère, je crois que c'est assez clair. Et quand on met ces 3 gars-là, on n'a surpris personne. On aurait pu sauter les 5 premières minutes de la vidéo et je pense qu'il n'y a aucun Lyonnais qui sera en désaccord avec moi là-dessus. Pareil, s'il devait y avoir des remplaçants pour Réveillère, en vrai ça fait un peu bizarre à dire, c'est pas une légende du club, mais Christophe Jallet, je pense c'est il y a Eric de Flandre aussi, que j'ai moins vu, j'ai moins d'images fortes. Jallet, à l'époque, avec Bedimo, ça faisait quand même un duo qui était pas mal sur cette année où on en avait vraiment besoin. Mais ouais, de la même manière, je pense que je mettrais aucun de ces gars-là dans mon 18, dans mon groupe de 18. Et je choisirais les remplaçants à la fin, mais je sais pas exactement ce que ça va donner. En tout cas, Abidal, Réveillère et ensuite la charnière centrale. Bon, il y a une évidence claire et nette, c'est bien sûr Chris. Bon, lui c'est facile, c'est un des tout premiers noms que tu mets. Le meilleur défenseur de l'histoire de l'OL. Le meilleur défenseur du championnat de France sur 3 saisons consécutives quand il arrive, 2004. La saison 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, il est dans le 11 type de l'UNFP et il est le meilleur défenseur de Ligue 1. C'est même pas contestable. Je pense qu'on peut dire qu'il est un des meilleurs défenseurs d'Europe, un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Il fait la Coupe du Monde 2006, même s'il joue pas avec le Brésil. Il fait la Copa América, que le Brésil gagne, je crois. Mais ouais, au-delà de ça, juste Chris, bon, tous ceux qui l'ont vu, mon papa qui avait son maillot le sait très bien, c'était la star de Gerland. Chris. Un de mes joueurs préférés de tous les temps, n'importe quelle équipe serait augmentée avec Chris. Pourtant, quand il arrive, c'est pas gagné. Il arrive depuis Cruzeiro, on l'achète genre 3-4 millions. Et il avait déjà eu une petite expérience en Europe, un prêt au Bayer Leverkusen qui s'était mal passé. Il y avait eu une grosse altercation fin de saison du championnat brésilien qui aurait même pu conduire à ce que Chris soit suspendu sur ses 6 premiers mois à l'OL. Finalement, non. Mais bref, je me souviens qu'il arrive avec une grosse réputation. Et on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On a pris un bandit, on a pris un bagarreur. Au final, on avait pris le policier, un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Ligue 1. Et ouais, évidemment, lui, il y est. Pas mal de bons défenseurs centraux, des défenseurs centraux marquants qui ont joué un paquet d'années. Au tout début, Patrick Müller, même si je l'ai un peu moins vu, j'ai un peu moins d'images en tête, je pense la charnière c'était avec Cassapa, Patrick Müller le Suisse, Claudio Cassapa le Brésilien, les deux buteurs en finale de Coupe de la Ligue contre Monaco, un match tellement important pour nous, notre premier le titre qui lance notre série ensuite, championnat de France la saison suivante, etc. Donc un match tellement important, les deux des figures de l'OL comme Edmilson sans doute. C'est aucun de ces trois-là que je mets dans mon équipe type, dans mon 11 ultime de l'OL. En vrai, celui que j'étais assez proche de considérer, c'est Sébastien Schillaci. Il a beaucoup moins marqué l'histoire de Lyon, il y passe seulement 2 saisons. Et puis derrière Séville, Arsenal, c'est un peu un flop, etc. Pas à Séville, mais Arsenal, c'est un peu un flop. La raison pour laquelle je le considère, c'est que je me souviens à quel point Chris Schillaci, c'était fort. Saison 2006-2007, je pense que c'est le moment où on a eu notre meilleure charnière. Et si je me souviens bien, c'était aussi avec l'arrivée au milieu de terrain, et je vais pas le mettre dans mon 11 de légende, mon 11 ultime, mais de Jérémy Toulalan. Ce triangle-là, il était défensivement tellement fort. Et voilà, c'est juste la raison pour laquelle j'ai inclus Schillaci, pour qu'on se rappelle, pour pas oublier à quel point ça, c'était une bonne charnière. Mais à la fin, je mets pas Schillaci parce qu'on a eu mieux, on a eu un gars mieux. Mais ils ont joué ensemble avec Chris, mais pas au moment, c'était sur la fin de Chris. Donc ça n'a jamais été très fort tous les deux ensemble. Mais c'est Samuel Umtiti. Ça, c'est ma charnière. Umtiti, ces années à l'OL, c'était très fort. Un des meilleurs joueurs qu'on ait formé sur cette période-là. Bon, après, sa carrière parle pour lui. Carrière internationale, bien sûr. Vainqueur de Coupe du Monde. Part au Barça. Est bon au Barça sur ses premiers moments. Malheureusement, il y a la blessure au genou. Mais que ce soit la puissance, la vitesse, la qualité de pied, défenseur vraiment moderne, vraiment solide. Ouais, Sam, Chris, ça fait une belle paire. Et en plus de ça, elle est complémentaire. Umtiti pied gauche, Chris pied droit. Alors que quand Schillaci est arrivé, ça a poussé Chris à passer côté gauche. Un truc qu'il n'avait pas beaucoup kiffé d'ailleurs.
Donc, même si ça c'était très fort, je pense que la version Prime de Chris et la version Prime de Samuel Umtiti ensemble, c'est encore mieux. Les deux sont à leur position, ça convient bien. Et honnêtement, là, couper Abidal, Umtiti, Chris, Réveillère, je pense que c'est difficilement contestable, en tout cas si on part sur une défense à 4. Peut-être certains peuvent mettre Cassapa à la place d'Umtiti, mais moi je le trouvais un petit peu moins fiable quand même, il y avait plus d'erreurs, moins de vitesse, moins de qualité de pied. Edmilson, bon, lui c'est peut-être celui que tu mettrais dans une défense à 3, mais une défense à 3 à l'ancienne, en mode libéraux, avec son excellente qualité technique, même de grosses prises de risque parfois, qui faisaient passer un petit frisson. Mais ouais, ça pourrait faire un truc cool, mais je vois moins Abidal et Réveillère en piston, et puis on a tellement de qualité devant, que 4 c'est suffisant. Abidal, Umtiti, Chris, Réveillère, et Coupé dans les buts. Ok, ensuite, là ça devient très très dur. On va commencer, on va essayer de se rendre la tâche un petit peu plus simple en mettant deux évidences. Et je pense, et c'est pour dire la difficulté du truc, je pense que c'est les deux qui sont vraiment 100% incontestables. Tout le reste, on peut se faire des nœuds dans le cerveau. Mais Juni, ok, et Karim, ok. Bon, Juni, le plus grand joueur de l'histoire du club, sans contestation possible, les 7 titres, le plus grand joueur de cette période, le meilleur tireur de coups francs de l'histoire de ce sport, donc on n'a jamais eu un joueur qui était aussi élite dans une des catégories du jeu que Juni l'a été, mais il n'avait pas que les coups francs. D'ailleurs à l'époque, il y a plusieurs années, je voulais faire une vidéo, Juni, est-ce que Juni surcoté, qu'est-ce qu'il valait vraiment en tant que joueur au-delà des coups francs. Difficile avec la politique droit-image de la Ligue 1 de vraiment faire un truc où tu t'es pas striké au bout de 5 minutes, mais je peux vous le garantir, Juni, c'est pas juste les coups francs. Excellent, excellent milieu relayeur, tellement fin techniquement, capacité à donner du liant à n'importe quelle formation, dans un trident de l'entrejeu surtout, un peu en tant que milieu relayeur droit, et en plus sa patte extraordinaire sur coup franc, bon, elle sert aussi sur corner, mais elle sert aussi dans le jeu. Et tellement dangereux de l'extérieur de la surface, c'était un sniper aussi dans le jeu, il a marqué quantité de buts dans ce registre. Je me souviens contre Rennes par exemple, celle qu'il met à Isaacson si je me souviens bien, même autour de la surface contre l'OM quand il marque un des plus beaux buts de l'histoire du club. J'avais le DVD, les 100 plus beaux buts de l'histoire de l'OL, c'était le numéro 1, la succession de feintes de frappe, il couche Carasso au Vélodrome, magnifique, magnifique but. Ouais, Juni, je pense, techniquement, ça va bien au-delà des coups francs, mais au-delà de la dimension technique, le caractère, le tempérament de leader, la détestation absolue, la haine absolue de la défaite, parfois même avec des pétages de câbles. Une partie qu'on a un petit peu oubliée de Juni, c'était la tendance à disjoncter sur certaines situations, à prendre un rouge, quelques gestes d'humeur. Mais si ce vestiaire-là et si cette équipe-là était aussi forte pendant aussi longtemps, qu'elle arrivait à maintenir un niveau d'exigence aussi fort alors que tu remportes le titre saison après saison, c'était le tempérament. Je pense que si on combinait la qualité, le talent du PSG moderne et le tempérament, le caractère du Grand OL, les deux équipes qui ont le plus dominé l'histoire de la Ligue 1 moderne, bon, ça c'est l'équipe ultime. Nous, on avait vraiment un état d'esprit de malade mental. Donc Juni, joueur magique, il est forcément, et Karim aussi. Je mettrais plus ailier gauche, parce que c'est là qu'il a le plus brillé à l'OL. Benzema, il a joué, au final, 5 saisons à Lyon. Son premier match pro, c'est janvier 2005, mais il perce vraiment, au-delà de faire des apparitions en tant que remplaçant. La première vraie saison qu'il fait titulaire, qui joue de bout en bout, c'est notre dernier titre de champion, c'est l'année 2007-2008. Et là, il est juste stratosphérique. Il est élu à la fin de cette saison-là, il est élu meilleur buteur de Ligue 1. Il est juste sacré meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 buts. Il est élu meilleur joueur de Ligue 1, totalement mérité, parce que défensivement, cette année-là, on est vraiment en dessous par rapport aux autres saisons, et il nous porte totalement, il nous porte au titre. 20 buts en Ligue 1 cette saison, dont un, je me souviendrai toute ma vie, c'était contre Auxerre, 38e journée, dernière journée, il faut qu'on gagne pour être sûr d'être champion. Je stresse toute la journée avant ce match, et finalement, je descends, ma chambre est à l'étage, je descends regarder le match, mon père a déjà lancé, et il y a déjà 1-0, parce qu'il vient d'ouvrir le score après 24 secondes de jeu, il nous avait déjà mis dans le confort. Karim, cette année-là, c'est exceptionnel, il remporte le prix Bravo, l'équivalent un peu du Golden Boy de l'époque, et il est même nominé au Ballon d'Or pour sa première vraie saison. Il perce tout de suite, immédiatement, et la saison d'après aussi, c'est très très fort, notamment en Champions, il marque pas mal de buts. Avant de filer donc au Real Madrid, logiquement, on pouvait pas le garder plus longtemps, mais sur ces deux saisons-là, donc 2007-2008 et 2008-2009, Karim, c'est, je suis allé checker, 46 buts, Ligue 1 et Ligue des Champions confondus. Et sur la jaquette de FIFA aussi, au début de la deuxième saison. Okay, ça c'est évident. Maintenant, c'est comment est-ce que tu organises l'équipe autour d'eux? Qui sont les joueurs qui composent ce secteur offensif et ce milieu de terrain? Et pour moi, la première vraie question, c'est milieu à 3 ou milieu à 2.
Et à la fin, j'ai choisi plutôt milieu à 3, parce que déjà, c'est ça le 4-3-3 lyonnais, c'est ça l'identité historique de ce club, encore plus à l'époque. Et aussi parce que j'ai un peu plus de mal à voir Juni dans un tandem du milieu de terrain. Pourtant, 4-2-3-1, ce serait pertinent vu la qualité de milieu offensif qu'on a. Bon, potentiellement, tu pourrais même mettre un peu Juni en 10, mais je suis pas pleinement convaincu par ça. Je pense que si tu faisais 4-2-3-1, il ferait plutôt la paire aux côtés d'un autre. Mais en 10, franchement, on peut mettre Lucas Paqueta. C'est pas celui que je mettrais dans mon 11 ultime parce qu'il n'est pas resté assez longtemps, surtout. Il y a un peu trop d'inconstance. Par contre, sur le niveau max, genre les 6 mois là, 6-8 mois que Paqueta fait, où il enflamme la Ligue 1, c'est un des plus gros talents qu'on ait jamais vu. C'est une des périodes les plus extraordinaires qu'on ait vu d'un joueur. Il était juste lunaire parce que non seulement il y avait la qualité technique, mais il y avait la pression. Si vous vous souvenez, le nombre de ballons que Paqueta nous gagnait dans le dernier tiers. C'était génial. Après, il n'a pas suffisamment marqué l'histoire du club et même, c'est, je pense, les 6 bons mois, les 6 meilleurs mois de très très loin de sa carrière. Et il n'a plus jamais retouché ces hauteurs-là. Donc je peux pas le mettre, mais pourtant je pourrais l'envisager dans un rôle de 10. Bien sûr, l'évidence pour moi sur ce poste de 10, ce serait Nabil Fekir. Il y a aussi Hatem Ben Arfa, c'est limite Paqueta++, peut-être encore plus extraordinaire que Paqueta sur ce qu'il était capable de faire avec un ballon, mais encore plus inconstant, et je le mettrai pas dans mon équipe. Par contre, en joker sur un match, si je peux avoir un match top niveau de Ben Arfa. L'association avec Benzema était intéressante aussi justement sur cette dernière saison, saison du titre. Très très intéressant, Big Ben je crois on appelait ça à l'époque, les deux Ben en tout cas, mais aussi avec un petit peu de chamaillerie, niveau mentalité, vestiaire, je sais pas si ça aurait été le truc qui matcherait le plus pour un 11 ultime, donc je mets pas Ben Arfa, je le mets pas dans mon équipe, mais on aurait Pjanic aussi, même si à la fin peut-être on l'associe un petit peu plus à un joueur 6 meneur de jeu reculé. Bon, pendant un moment à l'OL, notamment quand il arrive depuis Metz, c'est un joueur qui est beaucoup plus haut sur le terrain, et assez important dans ce registre, c'est lui qui marque le but de l'égalisation contre le Real, qui nous qualifie en 8ème 2010, l'année où on va en demi-finale de Champions pour la première fois de notre histoire. Très très gros joueur aussi. Il y a du choix sur ce poste de numéro 10, peut-être même un Memphis reculé, comme il l'a été de temps en temps. Et pourtant, je vais pas choisir de 10. Je vais pas partir sur un 4-2-3-1, je vais garder le 4-3-3. Et donc, qui est-ce que j'associe aux côtés de Benzema et Juni? Ça me fait mal parce qu'avec Karim à gauche, je pense qu'il n'y a pas de place malheureusement pour Florent Malouda, qui pourtant est un des joueurs peut-être sous-cotés de notre histoire. Je crois qu'il a été élu au moins une fois meilleur joueur de Ligue 1 sur une saison, et il était tout le temps dans l'équipe type. C'était un magnifique joueur. Son association avec Abidal, juste pour ça, j'ai vraiment hésité à le mettre dans le 11 ultime. Ça me fait très très mal, mais je pense pas que je vais trouver de place pour Lacazette. Pourtant, c'est un joueur tellement important de notre histoire. Il a été tellement bon, l'association avec Fekir, notamment en 2015-2016, bon même cette saison encore. En plus le retour, c'est quelque chose de spécial, c'est beau. Et il pourrait y avoir un monde où j'associe Fekir et Lacazette en pointe. Mais j'ai pas trop envie aussi de faire un 4-2-4, genre je trouve ça un peu trop déséquilibré, un peu trop FIFA, équipe de rêve, etc. J'essaie vraiment de construire un 11 qui serait très très fort. Donc je pense pas que je mets Lacazette, ça me fait un petit peu mal. Je pense pas que je mets Sidney Govou non plus, et ça me fait très mal aussi, parce qu'il a été tellement important pour nous. Je crois pas que je mets Memphis. Maintenant, moi j'adore Memphis, je me souviens du moment de son arrivée, c'était tellement un kiff. Je peux pas le mettre quand même parce qu'il y a plus de concurrence. En vrai, celui qui est sans doute l'alternative à mon choix final, c'est Sonny Anderson, que j'ai un peu moins vu que les autres du coup, en arrivant personnellement qu'en 2002, mais je me souviens de son but contre le Paris Saint-Germain notamment, face à Jérôme Alonso, avec la balle qui flotte énormément, puis juste super joueur contre l'Inter, au bout d'un des plus beaux buts de l'histoire de l'OL aussi, la combinaison avec Brechet, etc. Anderson, c'est top, mais il a un petit peu moins saisi mon cœur, et dans cette équipe, je le trouve un petit peu moins intéressant que celui que j'ai choisi à la fin, c'est Lisandro Lopez. J'ai tellement de bonnes choses à dire sur Licha, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué. Il y a vraiment de l'émotion quand on parle de Licha. Je pense que Juni, Licha, Karim, Chris, quelques autres, Coupé, c'est... il me manque tellement. Au-delà de sa qualité technique, super finisseur, même malgré son petit gabarit, il était pas mauvais de la tête, pouvait faire tellement de choses, le jeu d'appui, remise, bah pareil, quand on parle d'une équipe de tempérament, de caractère, un peu de romantique aussi, d'amoureux du club, il a eu tellement de bons mots pour nous, même après son départ, et j'aurais bien aimé voir l'association avec Karim, j'aurais bien aimé voir l'association avec Juni, ça aussi, ça a un potentiel d'étincelle monstrueux, la présence axiale qu'on a là, heureusement qu'on a les dédoublements d'Abidal et de Réveillère pour apporter un petit peu plus de largeur. Mais Lisandro peut décrocher aussi. Je pense que c'est ça qui est intéressant.
En vrai, Lisandro, c'est peut-être encore plus fort dans une attaque à 2. Il y a eu des moments où ça marchait bien avec Bafé Gomis. Je pense à Porto, quand il nous rejoint depuis Porto. Il jouait aussi dans une attaque à 2, je pense. Donc peut-être ça, c'est pas mal. Après, comme j'ai dit, j'aime pas trop l'idée d'un 4-4-2/4-2-4, mais ça aurait pu donner des choses intéressantes. À part du coup, ça je viens d'y penser, si je réfléchis, peut-être un 4-4-2 losange. Je suis pas méga fan de ce système. L'OL c'est plus le 4-3-3, mais le losange de 2015-2016, il était vraiment... Il a aussi fait partie de l'histoire du club. Peut-être qu'à la fin, c'est ce qui convient le mieux. En vrai, je pense que ça va pas vraiment influencer mon choix de joueur, parce que mon troisième attaquant, mon troisième offensif, ce serait Nabil Fekir. En fait, je suis obligé de mettre Fekir parce que quand on parle de niveau intrinsèque, d'histoire avec l'OL, Fekir, malheureusement, il y a eu les croisés, mais avant ça, c'était juste un niveau totalement délirant. Son match contre Caen, là, à Dornano, c'était... ouais, je me souviens, c'était totalement dingue. Malheureusement, il se fait les croisés pas longtemps après ça, qui était une énorme frustration. Mais ouais, c'était juste phénoménal. Et je pense qu'une association Benzema, Fekir, Lisandro, sans même parler forcément de but du milieu de terrain pied droit, hein, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. On peut juste parler d'une équipe qui aurait été techniquement tellement forte. Et on a quelques champions du monde aussi, du coup, dans l'effectif, entre Umtiti et Fekir. Bon, Umtiti est vraiment titulaire aux côtés de Varane. Fekir plus le 12e homme, ou 13e, mais il est rentré quasiment à tous les matchs. Et en ayant un rôle plutôt intéressant. Il n'a pas marqué de but, mais il était pas loin. Et il avait vraiment un rôle pour Deschamps. Il rentrait quasiment systématiquement, ouais, au moins à 15-20 minutes de la fin, un truc comme ça. Il nous faisait beaucoup de bien. Donc ouais, je pense son rôle dans le mondial de 2018, un peu sous-coté. C'est plus que juste un gars parmi les autres sur la photo. Et ouais, c'est Nabil, quoi. Donc Nabil, Karim, Licha, Juni, un Fekir en 10 sous Benzema et Lisandro. Ok, peut-être là, ça commence plus à ressembler à quelque chose. En fait, je me dis, Fekir, il rentre depuis la gauche. J'aime pas trop le mettre en ailier droit parce que pour moi, c'est vraiment un vrai joueur axial. Et je vois moins de largeur apportée par un réveillère que peut-être Abidal de l'autre côté. Pareil pour Juni, qui est aussi attiré un petit peu par l'axe. Donc, peut-être on part plus sur un losange. En plus, ça correspond mieux au Benzema qu'on a vu se développer par la suite, plus axial encore. Ça correspond peut-être mieux à ce qu'est capable de faire Lisandro. Peut-être en seule pointe, Lisandro, ça peut manquer un petit peu de bagage physique pour les gros matchs. Alors que ce trio-là, il est effrayant. Franchement, il est terrifiant. Et ça change pas grand-chose en plus à notre milieu de terrain. C'est ça qui est bien avec l'OL du 4-3-3, c'est que ça a toujours été, bon, la plupart du temps, hein, en tout cas, un milieu en 1-2, où je mets une sentinelle et un autre milieu relayeur. Et alors là, on a beaucoup de choix. Dans mon équipe, j'ai du Toulalan, que je vais pas mettre à la fin. J'ai du Tanguy Ndombele, très inconstant, mais un petit peu comme Paqueta sur le niveau max qu'il était capable d'atteindre. Il y a eu des moments, si on s'en souvient, qui étaient vraiment fous. Donc dans une équipe ultime qui aurait peut-être un match à jouer, franchement, je pourrais le mettre sur mon banc. Bruno Guimaraes aussi. Et en plus, l'association avec Paqueta, si jamais on décidait de faire ça, ce serait costaud. J'ai bien sûr Mohamedou Diarra, Djila Diarra, Kim Kallström, un peu sous-côté, un petit peu plus haut, mais un rôle un petit peu intermédiaire comme ça. J'ai un petit peu parlé de Sylvain Wiltord sur le poste offensif, mais je le mets pas. Pareil pour Lacazette, même si c'est dur. Malouda, Govou, Wiltord, Lacazette peuvent vraiment se sentir lésés là-dessus. Mais malheureusement, il faut faire des choix. Et sinon, au milieu de terrain, Thiago, Essien. Je pense que dans ces sets-là, j'enlève assez vite Tanguy Ndombele, j'enlève assez vite Jérémy Toulalan, et j'enlève plus vite Bruno Guimaraes que les autres. Et Kim Kallström également, je pense. Donc en vrai, pour moi, ça se joue entre Diarra, Essien, Thiago. T'en choisis 2 sur les 3. Et j'ai adoré Thiago. 2 ans, je crois, seulement à l'OL, avant de partir à la Juve. On l'avait pris depuis Chelsea pour remplacer le départ d'Essien. Donc c'était soit Diarra, Essien, Juni, soit Diarra, Thiago, Juni l'année d'après. Ça nous a fait un milieu avec tellement de contrôle. Mais je pense que pour faire une équipe qui correspond peut-être encore plus à l'OL de l'époque, qui était la qualité athlétique dingue, le tempérament, peut-être encore un petit peu plus de force en projection, même si Thiago c'était la finesse, le petit lob à Geoffroy Guichard, magnifique, contre le PSV Eindhoven, très important, mais Essien, c'est Essien. Je pense qu'il est monté plus haut dans sa carrière, ensuite au Real, Chelsea, que ce que Thiago a fait, ou après quand il a quitté l'OL, il y a eu un petit moment à l'Atleti pas mal, mais à la Juve au départ compliqué. Donc peut-être si je fais l'équipe ultime et qui est garantie sans blessure, ce qui est important quand tu prends Essien, peut-être que je fais plutôt ça. Et Djila Diarra du coup, ma sentinelle, parce que lui peut-être le plus sous-côté du 11, mais un peu notre Makelele quoi. Celui qui garantit énormément d'équilibre, qui était juste un monstre, une pieuvre. Ça c'est un milieu qu'on a vraiment eu, qui honnêtement pendant un moment, Diarra, Essien, Juni, sur cette période-là,
2003, 2004, 2004, 2005. Il n'y a pas beaucoup de meilleurs milieux en Europe, je pense. Et c'est forcément un des gros regrets. C'est qu'à cette époque, on avait un secteur défensif très performant, on avait un milieu monstrueux vraiment. Et il nous manquait juste la pointe. Caroux, Fred, ça n'a jamais été à la hauteur des attaquants qu'on a eu avant avec un Anderson par exemple, ou après avec Benzema, Lisandro, Lacazette. Ouais, je pense que avec Anderson, si on avait eu ne serait-ce qu'un de ces quatre-là à la place de Fred ou Caroux, à l'époque 2004, 2005, 2006, où on avait ce 4-3-3 donc avec Diarra, Essien, Juni, où tu peux même mettre Thiago à la place d'Essien. Un de ces quatre-là, on va plus loin en Champions et peut-être on la gagne. Mais voilà, mon milieu, je vais choisir à la fin Essien. Pourtant, j'ai adoré Thiago. Franchement, c'est un choix pas facile pour moi parce que j'ai presque encore plus de souvenirs de Thiago, mais je pense Essien aller un petit peu plus haut, un peu plus loin dans sa carrière. Et à très grand regret, j'enlève Malouda et Govou. Et c'est un risque, c'est un vrai risque d'enlever Malouda et Govou parce que t'enlèves ce que tu sais être une équipe performante. On sait que Malouda, Abidal, ça marche très bien. On sait que Réveiller Govou, même Wiltord, ça marche très bien. Alors que quand on essaie de constituer un truc un petit peu plus expérimental, avec Fekir en 10, Benzema, Lisandro, il n'y a pas d'entente aussi naturelle que les couloirs qu'on vient d'évoquer. Mais voilà, je pense quand même que ça fait un vrai beau 11. Et j'ai le droit à 7 remplaçants, donc je même dois prendre 7 remplaçants pour faire une équipe totale qu'on pourrait aligner sur un quart de finale retour de LDC. Et forcément dans les buts, du coup, mon deuxième gardien, ce sera Hugo Lloris. Ensuite, je prends 2 défenseurs, je pense. Cassapa. J'hésite avec Squillaci parce qu'avec tout ce que j'ai dit, peut-être plus qu'Edmilson, c'est peut-être un petit peu plus foot moderne qu'Edmilson où ça me fait un peu peur. Je prends plus de risques et comme je remonte un petit peu plus dans le temps aussi, je sais pas si c'est aussi bon. Mais après Edmilson c'était pas mal. En vrai, c'est entre Squillaci et Edmilson. Je peut-être choisis quand même Edmilson. Après Chris Squillaci ça a vraiment très bien marché pendant la première saison, donc si jamais il y a une blessure d'Umtiti, ok. Et aussi c'est important parce que si jamais Abidal se blesse, comme je prends pas de défenseur gauche remplaçant, Umtiti pourrait couvrir en tant que latéral gauche, et du coup par contre là t'as 100% besoin de Squillaci, et j'ai plus confiance en l'entente Squillaci-Chris, que je connais, que Chris et Milson. Donc voilà, c'est peut-être ce que je fais là. Et maintenant il me reste que 4 gars. Je crois que je prends Malouda et Govou, parce qu'on en a beaucoup parlé, pour faire une équipe qui a plus de qualité sur les côtés, un petit peu plus de flexibilité tactique pour changer un petit peu en cours de match, en cours de saison. Je pense que c'est important. Avec ça, on s'offre plus de variété. Et du coup, il reste 2 gars. Pour l'instant, on n'a pas de milieu de terrain. Thiago, parce qu'il peut jouer relayeur, mais aussi devant la défense. Même si je pense que je le préfère un petit peu plus haut comme ça, il pourrait avoir ce rôle. Et Essien peut descendre un petit peu plus bas aussi, donc peut-être que si on prend Thiago, on a nos 3 milieux défensifs et on a des milieux relayeurs. Thiago, il nous permet de cocher plusieurs cases et de prendre du coup un remplaçant offensif. Si on va jouer avec 2 pointes, il nous faut un remplaçant offensif. Et là, je vais prendre Alexandre Lacazette. Ce qui est dur, hein, du coup, parce que pas de Sonny Anderson. Je pense que c'est un peu un sacrilège. Ce serait mon 19e, je pense. Mais c'est dur, c'est dur. Et il y a vraiment une belle équipe. Tous ces gars-là que j'ai mis, je considère énormément. Et j'ai peut-être oublié aussi 2-3 joueurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Forcément, choisir, c'est sacrifier. Il y a une partie de moi qui adore faire ces vidéos. Je trouve ça trop kiffant. J'ai passé un super moment. Et il y a aussi une partie de moi qui est extrêmement frustrée de ne pas pouvoir faire 3 équipes au moins. Mais j'aime bien ce 11. J'aime bien ce 11. Un truc que j'ai pas encore mentionné dans la dimension complémentarité entre les joueurs, c'est Fekir Juni. Je vous explique pourquoi. Fekir, c'était à l'époque où il était à l'OL, le joueur qui provoquait le plus de fautes en Ligue 1. Sa qualité d'élimination, autour de la surface de réparation, je pense que un Fekir qui donne les munitions sur coup franc à Juni, ça peut faire un duo assez dangereux. Voilà, j'aime bien ce 11. Je pense qu'il est assez modulable, il y a de la flexibilité, très axial peut-être, mais c'est pour ça aussi qu'on a Malouda et Govou sur le banc. J'aime bien ce 11. Qu'est-ce que vous en pensez les amis pour ce 11 ultime de l'OL? Comment est-ce que je me suis débrouillé? Et quelle autre équipe est-ce que vous voulez qu'on fasse ou quel pays? Il y a beaucoup de possibilités. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous.